Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux choses à suivre sur la fin de saison, sur la conférence Ouest. J'ai fait la vidéo de la conférence Est, maintenant je passe à l'Ouest. Donc on va commencer dans le même principe, on va par division, avec la Northwest Division et les Timberwolves qui sont actuellement premiers de l'Ouest et dont je vais suivre principalement le potentiel depoy de Rudy Gobert, donc c'est-à-dire défenseur de l'année. Et puis il est bien parti pour l'avoir parce qu'il fait une grosse saison en termes individuels défensifs, ce qui présage un bon avenir pour les JO. Et en plus de ça, il a un gros côté leadership. L'autre jour encore contre les Clippers, j'ai cru comprendre qu'à la mi-temps, il aurait poussé un petit coup de gueule qui leur aurait permis qui leur aurait permis de gagner en deuxième mi-temps et d'être un peu plus sérieux. Et puis les Timberwolves ont le meilleur defensive rating, donc c'est-à-dire la meilleure évaluation en termes de défense sur 100 possessions de la ligue, de 2 points d'avance par rapport aux autres équipes. Donc en gros, ils encaissent 108 points encaissés à peu près par match. Et l'équipe, la deuxième meilleure défense, elles encaissent plus de 110 points par match. Donc ça, c'est les deux choses, c'est la chose à suivre concernant le depoy de Rudy. Et la deuxième, c'est bien sûr l'objectif finir premier de l'Ouest. Donc pour ça, il va falloir gagner face aux petites équipes. Donc parce que j'ai remarqué qu'ils avaient souvent du mal face aux équipes moins fortes sur le papier. Peut-être qu'ils les prennent un peu de haut, peut-être qu'ils préparent mal leur match. Mais voilà. Et sinon, il y a l'intégration de Montemoris qui peut être intéressant en backup de Mike Conley sur les postes 1-2. Ensuite, je vais parler du Thunder qui est deuxième de l'Ouest. Et pour le moment, la première chose que je vais suivre, c'est la course au coach de l'année de Marc Daigneault et la course au MVP, donc c'est-à-dire le joueur de l'année, Shai Gilgeous-Alexander. Car pour l'instant, avec leur deuxième place à l'Ouest, ils sont plutôt bien positionnés les deux pour gagner ces deux trophées respectifs. Mais il va falloir justement qu'ils continuent de gagner s'ils veulent remporter ces trophées. Et qu'en plus de ça, il va falloir, qu'ils performent chez Lilius, même si pour ça, j'ai pas trop de doutes. La deuxième chose que je vais suivre chez le Thunder, c'est l'arrivée de Gordon Hayward, bien sûr, qui est arrivé à la trade deadline aussi, qui a joué, il me semble, son premier match face aux Clippers hier, donc à l'heure où j'enregistre. Et, euh, et ça peut être très intéressant parce qu'il peut leur permettre de passer un cap. C'est encore un bon joueur, Gordon Hayward. Et aussi, enfin, je m'interroge à voir s'il sera sur le terrain en fin de match, à la place de Josh Giddey, du coup, qui fait pas forcément une super saison. Ensuite, c'est les Nuggets. Les Nuggets qui sont quatrième de l'Ouest actuellement. Et moi, les deux choses qui m'intéressent pour les Nuggets, c'est arriver à 100% en playoff. Parce que à 100% en playoff, on a vu ce que ça donnait l'an dernier. Ils sont imprenables. Et donc, du coup, j'ai envie de voir ça. Donc, j'espère qu'ils vont faire reposer les joueurs. Donc, du coup, pour ça, il faut gagner des matchs. Et, euh, j'espère que Peyton Watson va bien montrer son importance sur la fin de match, sur la fin de saison, pardon. Et j'espère qu'ils vont pas trop tirer sur Nikola Jokic. Ensuite, la deuxième chose que je vais suivre, c'est une petite montée en puissance. Donc ça, c'est voilà, il faut qu'ils arrivent à monter en puissance sans forcément trop tirer sur les joueurs. Donc il va falloir gagner des matchs assez facilement finalement. C'est très facile à dire, mais compliqué à faire. Donc faire une petite série et gagner face à des concurrents directs. Ça serait pas mal de gagner face aux Timberwolves et aux Kings notamment. Je sais pas s'il y a encore des matchs contre ces deux équipes. Ensuite, le Jazz qui sont actuellement 12e de l'Ouest, ça semble compliqué pour qu'ils aillent gratter le play-in. En plus, en ce moment, ça va un petit peu moins bien. Mais justement, je vais m'intéresser au profil de Taylor Hendricks, qui est leur 9e choix de draft de la draft dernière, et qui a un buffle physique, mais qui n'a pas trop joué cette saison. Donc je ne sais pas si c'est blessé ou pas. Mais,
Mais dernièrement, la nuit dernière, du coup, à l'heure où j'enregistre, il a mis son record en carrière, 12 points en 26 minutes. Et c'est un profil intéressant, c'est un potentiel, donc au cas voir pour le futur du Jazz. Il aura du temps de jeu sur la fin de saison. L'autre chose à suivre, évidemment, c'est que c'est une équipe sympa à regarder jouer quand même. Donc c'est un peu l'entièreté de l'équipe, en particulier Keyonte George, qui est aussi le rookie de leur dernière draft. Et, euh, Colin Sexton qui est un joueur que j'adore, que je trouve très très sous-coté, et qu'à chaque fois je fais tout pour le mettre en valeur. Parce que c'est un joueur que j'adore et que je trouve sous-coté. Donc voilà, suivre ces deux joueurs. Ensuite, et enfin pour terminer dans cette division, Portland. Portland qui sont 14e de l'Ouest, mais qui ont quand même quelques trucs intéressants sur cette fin de saison, notamment une bonne montée en puissance de Scoot Anderson. Donc c'est ce que je vais suivre, c'est Scoot Anderson, parce qu'il y a un talent brut, pour moi c'est évident, mais il va falloir qu'il arrive à bien se gérer, enfin, pour moi, il faut qu'il se développe, quoi. Pour l'instant, il tourne à 37%, il me semble, de réussite au tir. C'est très très faible. J'aimerais bien qu'il tourne à 45 sur la fin de saison, qu'il monte, je sais pas, entre 15 et 20 points par match sur les 20 derniers matchs. Et vraiment qu'il montre l'étendue de son talent, même s'il a déjà un peu fait. Et qu'on voit que c'est vraiment un talentueux. Ensuite, je vais suivre aussi le reste de l'effectif. Donc, est-ce qu'ils vont faire tourner ou est-ce qu'ils vont préparer la saison prochaine? Donc, ils ont quand même Malcolm Brogdon, DeAndre Ayton. Ils ont aussi Toumani Camara, que j'aime beaucoup. Toumani Camara, qui est leur rookie aussi. Très fort défensivement, bonne patate gauche. Donc, je voulais en faire un post aussi. Je crois que je ne l'ai pas fait. Mais c'est un joueur que j'aime bien, ouais, Toumani Camara. En plus, c'est un joueur nasty, il trash talk un peu. Et c'est Jabari Walker aussi, leur poste 4, qui était un two-way contract, donc c'est-à-dire un contrat de. Two-way. Bon, c'est un contrat. Normalement, c'était un contrat à durée déterminée en début de saison, et qui finalement s'est transformé en vrai contrat sur plusieurs saisons. C'est un bon joueur aussi, c'est un joueur nasty, dur au mal, petit quand même pour son poste, 4-5, mais intéressant. Donc après, il y a aussi le retour de Robert Williams. Donc voilà, c'est un peu le reste de l'effectif que je vais suivre en général. À présent, on va passer à la division Pacifique. La division Pacifique qui comporte beaucoup d'équipes, dont les Lakers, les Clippers, les Suns, les Warriors et il m'en manque une, c'est les Kings. Donc je vais parler d'abord des Clippers. Les Clippers qui sont troisième de l'Ouest à l'heure où je parle. Et ce qui va m'intéresser, la première chose que je vais suivre chez eux, c'est leur capacité à bien distribuer le ballon, car ils ont beaucoup de joueurs talentueux, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, Norman Powell, Westbrook, Ivica Zubac, même si c'est à l'intérieur, donc je le mets un peu de côté. Et du coup, toutes les défenses en face, elles sont obligées de faire des choix contre eux. Donc ils ont cette chance-là d'avoir beaucoup de talent. Et d'ailleurs, les bons Clippers, c'est quand ils arrivent à bien profiter des mismatchs, à bien profiter des choix faits en défense pour trouver les joueurs tout seuls. Donc du coup, à bien faire tourner le ballon. Donc ça, c'est une chose qui va m'intéresser sur cette fin de saison. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre leur ego de côté, à bien jouer comme il faut, faire du beau basket et du coup trouver les tirs tout seuls, quoi, les tirs faciles, parce qu'ils peuvent le faire avec leur attaque. Et la deuxième chose que je vais suivre, c'est le fait qu'ils soient à 100%, quoi. On en a marre, on veut voir les Clippers à 100% en playoff. Kawhi, il s'est pas blessé cette année. Paul George, c'est pareil. Ou quasiment pas, peut-être un ou deux matchs. Donc c'est quand même un exploit depuis 2019. Kawhi, j'ai envie de le voir à 100% en playoff. J'ai envie de voir ce gars amener les Clippers le plus loin possible. Et puis les Clippers, ils sont complets et ça, c'est génial. Et ensuite, je passe aux Suns. Les Suns qui sont septième de l'Ouest à l'heure où je parle. Ils ont perdu pardon, hier face aux Mavs dans un gros match de stars. Et c'est un peu le même point que les Clippers, c'est leur capacité à profiter des prises à deux, des mismatchs, des choix faits en défense qui va m'intéresser.
Donc, est-ce qu'ils vont réussir à bien faire tourner la balle pour trouver les joueurs tout seuls? Euh, Parce que j'ai remarqué hier que quand ils étaient en rythme, après ça c'est un peu comme toutes les équipes NBA, mais quand ils font bien tourner, quand ils sont en rythme et que bah, du coup à la fin ils trouvent forcément des tirs tout seuls pour Grayson Allen, pour Eric Gordon, pour des shooters comme ça, bah, ça met dedans et là dans ces cas-là ils sont quasiment indéfendables. Donc il faut vraiment qu'ils arrivent à faire tourner le ballon un peu comme les Clippers. Et la deuxième chose qui va m'intéresser, c'est la dynamique juste avant les playoffs. Est-ce qu'ils vont passer par le play-in? Est-ce qu'ils vont passer par le play-in? Il faut que Bradley Beal joue des matchs, parce qu'il il était blessé encore hier. Il faut vraiment qu'il joue des matchs pour créer une alchimie, vraiment une dynamique positive. Et il faut aussi qu'il défende plus dur, parce qu'il y a des moments, c'est genre des portes ouvertes dans la raquette, et c'est juste pas possible. Donc voilà. Ensuite, les Kings qui sont 8e de l'Ouest, alors je parle, et c'est une équipe que j'aime beaucoup, je l'ai dit, j'adore cette équipe jouer, regarder cette équipe jouer, c'est un plaisir en attaque, mais le problème c'est qu'ils jouent pas assez intense, ils jouent pas avec une assez haute intensité, et ce qui a été leur point fort d'ailleurs l'an dernier, qui leur a permis d'aller en playoff, de jouer un game set face aux Warriors, et ainsi de suite. Donc c'est leur capacité à jouer à haute intensité. Quand ils jouent à haute intensité, qu'ils défendent dur, franchement, cette équipe-là elle est très très dure à prendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que Mike Brown il a fait appel à Keon Ellis et Chris Duarte, qui les deux peuvent se battre, peuvent jouer un peu plus dur. Et du coup, c'était assez intéressant. Et la deuxième chose que je vais suivre, c'est le niveau de De'Aaron Fox, avec sa patte gauche, qui a fait un énorme début de saison, mais qui dernièrement, c'était pas trop ça. Et j'espère que De'Aaron Fox retrouvera son niveau, parce que des Kings avec un Fox à haut niveau, bah, c'est lui qui détermine un peu le cap de ces Kings. Ensuite, les Lakers, donc les meilleurs amis des Kings, qui sont actuellement 9e de l'Ouest. 9e de l'Ouest, mais bon, il y a plusieurs choses évidemment que je vais suivre sur cette fin de saison pour les Lakers. Leur dynamique avant les playoffs, évidemment. Mais aussi le retour de Jared Vanderbilt. Le retour de Jared Vanderbilt qui est blessé, je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais c'est un joueur très important. On sous-estime un peu son importance dans les Lakers, notamment en défense, parce que c'est un joueur ultra polyvalent. Et puis c'est un joueur qui peut jouer aussi poste 5 en attaque. C'est exactement le style de joueur qui convient à LeBron James. Donc, même si évidemment c'est un poste 3-4, mais c'est un gars qui peut jouer 5 par séquence. Donc, c'est parfait pour LeBron. Et évidemment, c'est les 40 000 points du GOAT. Enfin, du GOAT. Avec Michael Jordan, évidemment. Pour moi, c'est les deux. Mais LeBron James, ouais, il va scorer 40 000 points avant la fin de la saison, là, bientôt. Et il faut profiter de ce joueur. Il faut profiter de ce joueur. Là, on le voit sur les Beatles et chez les Cavaliers, mais il faut profiter de ce joueur. Ensuite, c'est les Warriors. Les Warriors qui sont la dernière équipe de la division, 10e actuellement de cette division. Mais ça va mieux. Mais ça va mieux en ce moment. Il y a le retour de Chris Paul qui devrait arriver. Et ça, c'est la première chose que je vais suivre, c'est Chris Paul et Klay Thompson en sortie de banc. Est-ce que Klay Thompson, on va avoir une Ray Allen 2.0 en fin de saison, en fin de carrière où il va développer je sais pas, il va bien se mettre en retrait sur le banc, être excellent. Moi j'y crois, c'est un joueur que j'aime bien, donc j'espère qu'il restera aux Warriors. Et en sortie de banc, je pense qu'il peut performer. Ensuite, après, c'est Chris Paul. Chris Paul, du coup, son retour. Je sais pas ce que ça va donner. Là, les Warriors sont sur une bonne pente. Est-ce que ça va pas déstabiliser un peu l'effectif, la dynamique? J'espère pas. Mais c'est quand même, même s'il est un peu cramé défensivement, c'est plus trop ça. C'est quand même un vrai apport en attaque. C'est un gars qui fait bien tourner la balle. Donc, avec la deuxième chose que je vais suivre des Warriors, c'est-à-dire l'importance de Green et Kuminga, ben, Chris Paul et Draymond Green, ils permettent à Stephen Curry et Klay Thompson de performer. Stephen Curry, on a vu ses stats sans Draymond Green et ses stats avec Draymond Green. Elles sont totalement opposées, totalement différentes. Avec Draymond Green, il est excellent, il est super adroit. Et sans Draymond Green, il doit jouer un peu plus d'isolation. C'est un peu moins après
des transferts de balles, donc ça lui convient moins. Et Kuminga qui est très très fort en ce moment. Et puis on avait vu le talent depuis longtemps, mais apparemment Kerr, lui, ne l'avait pas forcément vu. Mais depuis quelques temps, depuis qu'il est titulaire, en fait, il casse tout sur ce. Il casse tout. Il casse tout. Donc je vais suivre, voir s'il va continuer sur cette lancée. À présent, nous allons passer à la Southwest Division. Donc avec les Spurs, les Mavericks, les Grizzlies, les Rockets et les Pelicans. Donc en premier les Spurs, je vais parler des Spurs. Les Spurs qui sont actuellement 15e de l'Ouest, qui je pense devraient grimper un petit peu au classement, finir 13e ou 14e. Parce que, et c'est la première chose que je vais suivre sur la fin de saison, c'est est-ce qu'ils vont réussir à construire une équipe compétitive pour préparer la saison prochaine. Donc je pense notamment au changement d'effectif qu'ils ont fait dernièrement qui a complètement changé la face des Spurs qui jouent beaucoup mieux maintenant. Donc avec Keldon Johnson en sortie de banc, Trey Jones titulaire et Sohan en deuxième meneur, poste 4 dans le 5 majeur. Champagny en poste 3 qui est là pour tirer à 3 points. Je trouve que c'est beaucoup plus équilibré comme équipe. Et je pense qu'ils vont être pas mal en fin de saison. Et la deuxième chose que je vais suivre, c'est Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, est-ce qu'il va encore passer un cap? Ce gars, ce français, il est talentueux, c'est incommensurable. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il fait. Et, euh, et je suis curieux de voir si j'ai l'impression qu'il est en phase ascendante sur cette fin de saison. Et je suis curieux de voir s'il va encore progresser. Et, euh, et, euh, et je suis curieux parce que normalement les Spurs ont annoncé qu'ils allaient augmenter son temps de jeu. Donc voilà. Ensuite, les Rockets qui sont 11e de l'Ouest. Donc les play-in pour eux ça semble compliqué parce qu'ils sont loin des Warriors quand même. Mais ils ont fait leur première saison est quand même réussie. La première saison du Udoka est réussie. Et j'aimerais bien voir sur la fin de saison Amen Thompson, du coup le frère jumeau, et Cam Whitmore, donc les deux rookies en fait, qui sont plutôt bons dernièrement. Amen Thompson sur les postes 1-2, Cam Whitmore aussi d'ailleurs, mais en sortie de banc plutôt. Et bon, Cam Whitmore, ça se voit que lui c'est un croqueur, c'est un scoreur. Lui, il va scorer toute sa carrière en NBA, selon moi. C'est un petit peu ce que je pense. Et, euh, Amen Thompson, il est titulaire et il montre vraiment de belles choses. Il monte un peu en puissance dernièrement et il est ultra polyvalent. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner sur cette fin de saison. Et enfin, j'aimerais bien que Jabari Smith ou Jalen Green montre vraiment qu'il a l'étoffe, que l'un des deux montre qu'il a l'étoffe d'une seconde option sur cette fin de saison. Donc avec plus de régularité et pourquoi pas quelques gros cartons, mais surtout de la régularité. J'attends de la régularité à un très haut niveau, évidemment. J'attends pas du 5 points à tous les matchs. J'attends plus du 10-15 points, du 15-20 points, et pour Jalen Green, plutôt du 25 points, parce que maintenant, c'est ce qu'on attend de lui, à tous les matchs. Ensuite, les Grizzlies 13e de l'Ouest, qui. Il n'y a pas de mots pour les décrire, pour décrire leur saison. Les pauvres, moi, c'est la première chose qui vient à l'esprit, mais sur cette fin de saison, du coup, la seule chose qui reste à faire, c'est essayer de développer les petits jeunes. Je pense à Zaire Williams, Gigi Jackson, que je connais pas du tout, mais dont j'entends beaucoup parler dans la sphère NBA. Après, il y a Santi Aldama qui n'a pas jamais vraiment lancé cette saison, mais vraiment, c'est lancer sa saison. C'est vraiment sur cette fin de saison pour les Grizzlies, voir qui peut rentrer dans l'effectif la saison prochaine, qui peut, euh, qui peut être derrière des Ja Morant, des Desmond Bane, qui peut vraiment intégrer cet effectif et être des valeurs sûres. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai que cette chose à suivre chez eux. Ensuite, c'est les Mavericks. Les Mavericks qui sont sixième, il me semble, de l'Ouest, qui sont passés du coup devant les Suns avec leur victoire, qui sont sur 7 victoires de suite dernièrement. Et je suis curieux de voir s'ils vont réussir à réessayer de récupérer l'avantage du terrain, parce qu'ils jouent tellement bien en ce moment euh, qu'ils peuvent vraiment gratter le top 4. Ils peuvent vraiment essayer d'aller gratter, même si ça va être compliqué parce qu'ils ont beaucoup de retard.
Mais si c'est le cas, déjà Lucas sera MVP parce qu'il a des stats euh, incroyables. Et voilà. Et puis ils ont une attaque instoppable avec Kyrie Irving. Et la deuxième chose que je vais suivre chez les Mavericks, c'est le fait c'est de voir les arrivées de PJ Washington et Daniel Gafford. Daniel Gafford qui est typiquement ce qu'il fallait pour les Mavericks sur les postes intérieurs, à côté de Derek Lively, parce que ça amène de la viande contre les Nikola Jokic, contre les Karl Anthony Towns, les Rudy Gobert. Ça amène de la viande, ça amène un profil plus costaud, donc c'est pas mal. Et PJ Washington, c'est un gars qui peut prendre feu à tout moment. Donc c'est parfait à côté de Luka Doncic, un gars qui peut punir comme ça, c'est parfait. Bon, par contre, ils perdent un petit peu au niveau défensivement par rapport à Grant Williams qui est parti contre Washington. Et enfin, les Pelicans, donc, qui sont à l'heure actuelle 5e de l'Ouest, dont on parle très très peu, et moi ça me dérange un peu parce que c'est une équipe que j'aime bien. On parle très peu d'eux cette saison. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait une montée en puissance encore plus avant les playoffs, qu'on parle un peu d'eux, genre, je sais pas, qu'ils fassent une petite série de victoires pour éviter les play-in déjà, parce que j'ai envie de voir Zion Williamson en playoff. Zion Williamson, on l'a jamais vu en playoff. On a vu les Pelicans, mais jamais Zion. Donc j'ai envie de voir Zion Williamson en playoff pour voir ce que ça va donner. Et, euh, et puis il a quasi fait une saison complète, hein, il s'est pas blessé. Donc voilà, je suis très curieux. Je suis curieux aussi de voir qui c'est qui peut step up dans le Supporting Cast. Parce que là, Dyson Daniels récemment il s'est blessé, donc il jouait quand même entre 20 et 23 minutes par match. Donc je suis curieux qui va pouvoir récupérer ces minutes et monter en régime. Je pense que Trey Murphy peut clairement le faire. Il a le talent, il a le shoot, il a la taille, le physique. Il est bon des deux côtés du terrain. Donc je pense que Trey Murphy a surveillé sur cette fin de saison. Et sinon, entre Neji Marshall, José Alvarado, Jordan Hawkins, qui c'est qui va réussir à grappiller des minutes et à performer. Je miserais personnellement sur Hawkins, même si Marshall aura toujours du temps de jeu parce que c'est un guerrier. Et voilà, c'est fini pour cette take sur la conférence Ouest, sur toutes les divisions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires. Merci beaucoup.